Le soleil disparaissait derrière les mésas, laissant au ciel une bande rouge qui pâlissait à vue d'œil. Le vent devenait plus sec, plus coupant. Elias Turner resserra sa veste autour de lui. Butler, son cheval, boitait depuis une bonne heure, et chaque pas laissait entendre un claquement inquiet sur la pierre. Une ville se trouvait quelque part au nord, avec un lit et du café. Mais entre lui et ce confort, il n'y avait pour l'instant que des rochers, du sable et une nuit glaciale qui arrivait trop vite. Butler s'arrêta net au détour d'un couloir étroit. Ses oreilles se dressèrent, ses naseaux frémirent. Elias tapota son encolure pour l'encourager, mais l'animal refusa de faire un pas de plus. Il descendit de selle, en grognant contre le froid. Quand il posa la main sur le sabot avant, Butler recula brusquement, signe clair qu'une pierre avait fait plus de dégâts que prévu. Elias sentit une pointe d'angoisse. Un cheval blessé, ici, au crépuscule, c'était souvent le début des vrais ennuis. Il se redressa, prêt à examiner mieux la blessure, quand un bruit minuscule lui parvint, un craquement sec, comme un pied qui déplace une pierre. Instinctivement, sa main glissa vers la crosse de son revolver. Le vent pouvait tromper l'oreille, mais pas à ce point. Son regard balaya les ombres qui s'allongeaient sur la roche. « Si quelqu'un est là, dit-il, c'est le moment. Je n'aime pas parler seul. » Pendant un instant, il ne lui répondit que le sifflement du vent. Puis une voix de femme, calme, presque amusée, sortit de la pénombre. « Si je voulais te tuer, cowboy, tu aurais déjà cessé de parler. » Elias se tourna vers la voix. Entre deux rochers, une silhouette venait de se détacher. Elle portait une robe de peau décorée de quelques perles. Ses cheveux noirs, tressés, tombaient sur ses épaules. Ses yeux sombres le fixaient sans peur. Il reconnut aussitôt ce qu'il avait souvent croisé de loin, jamais d'aussi près, une apache. Il se raidit malgré lui, mais ne dégaina pas. Le désert n'aimait pas qu'on tire sans réfléchir. « Je ne cherche pas d'ennui, » dit-il d'une voix qu'il voulut neutre. « Mon cheval s'est blessé, et la nuit tombe. Je veux juste un endroit à l'abri. » La femme avança de 2 pas, assez près pour voir Butler de plus près, sans le quitter des yeux. « Ton cheval souffre, » répondit-elle. « Il protège son sabot. Si tu continues, il tombera. Le froid se chargera du reste. » Elias sentit la phrase glisser en lui comme une constatation plus qu'une menace. « Tu connais un meilleur endroit ?» demanda-t-il. Elle inclina légèrement la tête vers la paroi à l'est. « Il y a une grotte. La roche coupe le vent. Le sol y est sec. Je peux regarder la blessure de ton cheval. » Elle marqua une courte pause, puis ajouta, le regard plus dur. « Mais c'est un endroit au mien, pas aux hommes comme toi. » Elias hésita. Les histoires sur les terres apaches couraient dans tous les salons. On y parlait d'embuscades, de disparitions, de cavaliers retrouvés trop tard. Pourtant, Butler tremblait déjà, et le froid s'installait dans ses propres os. « Comment t'appelles-tu » demandait-il finalement. « Nayeli » répondit-elle. « Et toi, cowboy ?»« Elias Turner. » Elle répéta son nom comme pour le tester. « Bien, Elias Turner. Tu peux rester ici, avec ton cheval blessé, ou me suivre et respecter ce que je dirai dans la grotte. » Il regarda le ciel qui s'assombrissait, puis Butler, puis le visage impassible de Nayeli. Sa fierté l'invitait à refuser, sa raison lui montrait déjà la nuit en train de se refermer. « Montre-moi la grotte, » dit-il. Elle passa près de lui, assez près pour qu'il sente une odeur d'herbe sèche et de fumée. Sans un mot de plus, elle prit la bride de Butler et l'entraîna vers un passage plus étroit. Elias marcha à côté, surveillant les ombres, mais aussi la manière dont elle avançait. Elle connaissait chaque pierre, chaque creux, comme si le canyon lui appartenait. La grotte apparut soudain, simple fente sombre dans la paroi. De l'extérieur, on aurait dit un abri pour un renard. Mais une fois que Butler eut baissé la tête pour entrer, l'espace s'élargit. Le sol était sec, couvert de sable fin. Des traces de feu noircissaient le plafond au-dessus d'un cercle de pierre. L'air y restait froid, mais le vent ne frappait plus directement. « C'est un endroit important pour les miens, » dit Nayeli en lâchant la bride. « Nous venons ici pour écouter le silence. » Elias resta près de l'entrée, un pied encore presque dehors. « Alors pourquoi m'y laisser entrer ?» Elle le regarda longuement avant de répondre. « Parce que ton cheval a regardé vers la grotte avant toi. Les animaux savent où la mort attend, et parce que tu n'as pas tiré en entendant ma voix. » Elle s'accroupit près du sabot blessé. Ses doigts touchèrent doucement la jambe de Butler. L'animal renacla, mais ne bougea pas. Nayeli retira une petite pierre coincée dans la sole, essuya le sang avec un morceau de tissu, puis sortit d'un sac quelques feuilles sèches qu'elle écrasa dans sa paume. « Il aura encore mal demain, » dit-elle, « mais il pourra marcher. » Elias la regarda faire, surpris par l'assurance de ses gestes,
Je te dois déjà beaucoup, murmura-t-il. Un mince sourire passa sur les lèvres de la jeune femme. Les hommes blancs parlent toujours de dette. Moi je demande juste que tu respectes cet endroit. Tu gardes ton arme où elle est. Tu ne touches à rien sans que je le dise. Une bourrasque s'engouffra dans la grotte, soulevant un petit nuage de sable. Elias frissonna malgré lui. Ses épaules tremblèrent sous la veste. Nayeli tourna la tête vers lui, le détaillant de haut en bas. « Tu, as foi, cowboy ?» Il ouvrit la bouche pour nier, par réflexe, puis sentit ses doigts engourdis et sa mâchoire serrée. Le vent continuait de hurler dehors. Mais dans la grotte, le son se changeait en grondements sourds, comme une mer lointaine que la pierre arrêtait. Buther s'était enfin couché, la tête posée sur l'avant-train, l'œil fatigué mais moins paniqué. Elias avait posé la selle près du mur, les rênes enroulées, la carabine à portée de main. Nayeli, elle, était accroupie devant le cercle de pierres noircies, occupée à arranger des brindilles qu'elle sortait d'un petit sac de cuir. Ses gestes étaient rapides, sûrs, silencieux. Elias hésita quelques secondes avant de s'approcher. Il se sentait comme un intrus, accepté provisoirement dans un lieu qui ne lui appartenait pas. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il pour briser le silence. « Quand le vent devient cruel, » répondit-elle sans lever les yeux. « Le désert aime tester ceux qui ne le respectent pas. » Elle frotta deux pierres l'une contre l'autre. Une étincelle sauta, disparut, puis une deuxième prit. Le feu s'alluma, petit cône de lumière hésitant, puis s'agrandit en léchant le bois sec. La chaleur mit un moment à traverser l'air froid. Quand elle atteignit enfin les mains d'Elias, il sentit ses doigts lui faire mal en se réchauffant. Il n'avait pas remarqué à quel point il tremblait. « Assieds-toi » dit Nayeli en désignant la place en face d'elle. « Si tu restes debout, tu finiras par tomber. » Il eut un sourire nerveux. « Tu parles toujours comme ça aux étrangers ? Seulement à ceux qui prétendent être solides alors qu'ils sont sur le point de s'écrouler, » répondit-elle. Il obéit, posa ses genoux dans le sable, croisa les jambes et tira sa veste contre lui. De l'autre côté du feu, la lumière dansante soulignait les traits de Nayeli. Ses pommettes hautes, la ligne déterminée de sa bouche, la fine cicatrice sur son menton, souvenir d'un passé qu'il n'osait pas encore questionner. Elle dégageait quelque chose d'inébranlable. Un moment, ils se turent, laissant le crépitement du bois remplir la grotte. Le jour avait disparu depuis longtemps, remplacé par une nuit dense que l'on devinait seulement à la noirceur de l'entrée. Elias sentit la fatigue peser sur ses épaules, mais garda les yeux ouverts, peu habitué à s'endormir en présence d'inconnus, encore moins d'une Apache. « Pourquoi voyages-tu seul ?» demanda-t-elle finalement. « Les hommes comme toi aiment se montrer par groupes, bruyants, sur deux. » Il haussa les épaules. « Parce que les groupes finissent toujours par coûter plus cher que la solitude. »« En Argent ?»« En problème, » répondit-il. « Il y a toujours quelqu'un pour tirer au mauvais moment, dire la mauvaise chose, provoquer le mauvais homme. » Elle le regarda plus longtemps, comme si elle pesait ses mots. « Les hommes blancs courent partout, dit-elle. Ils réclament plus de terre, plus de bétail, plus de routes. Mais le soir, quand ils s'arrêtent, leurs yeux ressemblent à des puits vides. » Elias laissa échapper un rire bref, sans joie. « Ça, c'est peu. Être vrai. Et toi, Elias Turner, que poursuis-tu exactement ?» La question le surprit par sa simplicité. Il chercha une réponse et ne trouva que des images, des cartes de poker, des pistes poussiéreuses, des emplois temporaires, des salaires promis puis oubliés, des chambres anonymes au-dessus de saloons bruyants, des visages qu'il ne reverrait jamais. « Je poursuis le prochain endroit où je ne dérange personne, » dit-il enfin. « Pourtant, tu marches comme un homme qui dérange partout où il passe, » répliqua-t-elle calmement. Il releva la tête, un peu piqué. Nayeli ne souriait pas, elle constatait seulement. Sa franchise le déstabilisait plus qu'un revolver braqué. « Tu poses beaucoup de questions pour quelqu'un qui ne me doit rien, » dit-il. « Je dois protéger ce lieu, » répondit-elle. « Et je dois savoir à qui je laisse mon feu. » Il suivit son regard vers les parois. La flamme révélait des lignes fines, des silhouettes, des spirales gravées dans la pierre. « Ce sont vos dessins ? Ce sont nos mémoires, » corrigea-t-elle. La pierre se souvient plus longtemps que la chair. Elle ajouta du bois. Le feu prit de la force, projetant leurs ombres sur les parois, grandes, déformées. C'est à ce moment-là qu'elle releva vraiment les yeux vers lui. « Tu trembles encore, » remarqua-t-elle. « C'est le vent qui m'a gelé, » répondit-il trop vite. Elle pencha légèrement la tête. « Si tu as froid, je peux te réchauffer, » dit-elle d'une voix posée. Les mots restèrent suspendus entre eux. Elias sentit ses joues s'embraser, comme si quelqu'un venait de lui jeter le feu au visage. Il baissa les yeux vers ses mains, embarrassé. « Le feu suffit, balbutia-t-il. Je vais bien. » Un coin de la bouche de Nayeli se souleva à peine.
Ce n'est pas le froid qui t'a fait changer de couleur, cow-boy. Personne ne l'appelait plus cow-boy, avec cette nuance-là. Dans les villes, c'était un sobriquet, une étiquette. Dans sa bouche à elle, le mot sonnait comme une provocation douce. Il chercha une réplique légère, n'en trouva aucune. « Tu n'es pas obligé d'avoir peur de moi », ajouta-t-elle. « Je ne t'ai pas amené ici pour te piéger, ni pour te vendre, ni pour te séduire. Je veux seulement comprendre pourquoi tu n'as pas tiré quand tu m'as entendu. » Il releva les yeux. Dans son regard, il n'y avait ni moquerie ni invitation trouble, juste une curiosité profonde, presque grave. « J'ai déjà trop tiré », répondit-il après un silence. « Et j'ai déjà assez vu ce que ça fait de regarder quelqu'un tomber et de se demander ensuite si c'était nécessaire. » Elle hocha lentement la tête, comme si elle connaissait ce doute-là. « Mon frère est tombé sous les balles d'hommes qui te ressemblaient, » dit-elle. Fatigué, le regard vide, mais le doigt toujours prêt. Le feu crépita plus fort, comme pour souligner ces mots. Elias sentit sa gorge se serrer. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Les excuses ne ramènent pas les morts, » répondit-elle sans dureté. « Mais elles disent quelque chose de ceux qui restent. » Le feu crépitait doucement. Le lendemain, la lumière pâle du matin glissait lentement sur les parois de la grotte. Le vent avait cessé de hurler, mais l'air restait froid, mordant. Elias ouvrit les yeux avant Nayeli. Il resta immobile quelques secondes, écoutant le silence, puis observa Buter qui, bien que fatigué, ne semblait plus souffrir autant que la veille. Il se redressa doucement, étira ses épaules et s'approcha de l'entrée. Dès qu'il posa un pied dehors, il sentit une tension étrange dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Le sol portait des traces récentes, des empreintes nettes, trop nombreuses pour être celles d'animaux sauvages. Il se pencha, effleura la poussière, sentit son estomac se serrer. Des hommes étaient passés par là, et récemment, des hommes armés. Et ils ne marchaient pas au hasard. Nayeli sortit à son tour, en silence, comme si son corps avait senti la crispation de l'air avant d'ouvrir les yeux. Elle observa Elias un instant, puis suivit son regard vers le sol. Sans rien dire, elle s'accroupit à côté des traces, passa un doigt sur le sable. Son visage se durcit. « Ce ne sont pas des chasseurs, » dit-elle d'une voix basse. « Ils marchent trop serrés. Ils cherchent quelque chose. » Il sentit un frisson lui courir le long des bras. « Ou quelqu'un, corrigea-t-il. » Nayeli se releva lentement. Dans la lumière froide du matin, elle paraissait plus dure, plus farouche que la veille. « Ils viennent du nord, » dit-elle, « du côté où se trouvent les ranchs et les villes des tiens. S'ils s'approchent de ces terres-ci, ce n'est pas pour chasser. » Elias réfléchit quelques secondes, les yeux fixés sur l'horizon. « Tu crois qu'ils suivent ta piste ?» Elle ne répondit pas. Son silence suffisait. Cela confirmait ce qu'il craignait. Il se sentit soudain responsable, comme s'il avait attiré ce danger, en acceptant son aide. Pourtant, il savait que le désert n'avait pas besoin d'excuses pour devenir mortel. « Nous devons partir, » dit-elle finalement. Maintenant, avant qu'il n'encercle la zone, elle retourna dans la grotte pour rassembler ses affaires. Elias l'observa un instant. La veille, elle lui était apparue comme une femme mystérieuse, peut être un peu sauvage, peut être trop franche. Mais ce matin, elle semblait différente, une guerrière qui savait lire le désert mieux que quiconque. Il s'occupa de Buter, vérifia le bandage, serra les sangles. Le cheval protesta légèrement, mais accepta de se lever. Quand Nayeli revint, elle avait attaché ses cheveux d'un geste rapide et efficace. « Nous ne devons pas rester visibles sur les hauteurs, dit-elle. Suis-moi. » Ils quittèrent la grotte, empruntant un sentier étroit entre les rochers. Le sol changeait de texture selon la lumière, parfois poudreux, parfois dur comme de l'os. Elias avançait en silence derrière elle. Chaque pas réveillait sa méfiance. Chaque bruit du vent ressemblait à un signe. Il n'avait pas peur pour lui-même, mais l'idée que Nayeli puisse être en danger à cause de leur rencontre lui rongeait l'esprit. Après une vingtaine de minutes, Nayeli s'arrêta brusquement. Sa main se leva pour lui ordonner le silence. Elle resta immobile, à écouter le vent. « Ils sont plus près que je ne le pensais, » murmura-t-elle. « Très près. » Elias posa la main sur son revolver. « Combien, à ton avis ? 3, peu, être 4. Mais il y en aura d'autres. Les hommes qui viennent ici ne voyagent jamais seuls. » Ils avancèrent encore quelques minutes, jusqu'à atteindre un couloir de pierre qui s'ouvrait sur un plateau. Nayeli se baissa aussitôt, l'obligeant à l'imiter. Elle pointa du doigt quelque chose en contrebas. À une centaine de mètres, 4 silhouettes inspectaient le sol. L'un d'eux tenait un fusil posé sur son épaule. Un autre affichait un large chapeau qui brillait au soleil. « Des chasseurs de primes, » dit Elias. « Je reconnais leurs pas et leurs habits. »
Nayeli tourna la tête vers lui, le regard dur. Pourquoi traquent-ils mon peuple? Ils inventent n'importe quel prétexte. Vol de bétail, disparition de chevaux, querelle sur une rivière. Ce ne sont que des mots pour couvrir la violence. Elle resta fixée sur les hommes un long moment. Elias pouvait presque entendre sa respiration se serrer. « S'ils te voient avec moi, dit-elle, ils croiront que tu m'as capturé. Ils essaieront de te payer pour que tu me leur donnes. Et si je refuse? Demanda Elias. Elle répondit sans le regarder. Alors ils te tueront. Le silence tomba entre eux. Pas un silence confortable, mais un qui pesait comme une pierre sur la poitrine. Elias sentit son cœur battre plus vite. Nayeli, dit-il doucement, je ne laisserai personne te mettre la main dessus. Elle se tourna vers lui cette fois, surprise par la certitude de sa voix. Pourquoi? Demanda-t-elle. Tu ne me connais pas. Il chercha ses mots. Peut être. Mais je sais reconnaître l'injustice quand je la vois, et je sais que je ne veux pas te voir mourir par la faute d'hommes qui pensent pouvoir tout prendre. Elle le regarda longtemps, trop longtemps, comme si elle cherchait dans ses yeux une vérité qu'elle n'avait jamais demandée. Puis, lentement, ses traits se détendirent. Mon village est à une journée de marche, dit-elle. Si nous voulons que ni toi ni moi ne mourions, nous devons les semer avant d'y arriver. Elias inspira profondément. Alors mène le chemin, je te suivrai. Elle hocha la tête, puis lança un dernier regard vers les hommes en bas. Elias Turner, dit-elle, si tu me suis, il n'y aura plus de retour possible. Je le sais, et je ne recule pas. Nayeli ferma les yeux une seconde, comme pour accepter ce destin qu'elle n'avait pas prévu. Puis elle fit un signe. Alors viens. Le danger rôde, et la journée sera longue. Ils s'enfoncèrent dans les rochers, côte à côte, tandis que derrière eux les chasseurs suivaient déjà leurs traces. Le soleil montait lentement quand ils quittèrent les rochers pour s'enfoncer dans une vallée étroite. Le sable faisait place à une terre plus dure, parsemée de buissons secs. Leurs pas laissaient des traces nettes, trop nettes au goût d'Elias, mais Nayeli semblait savoir où les poser pour que le vent les efface plus vite. Elle marchait devant, l'épaule droite frôlant parfois la paroi, comme si elle suivait un chemin invisible que lui seul connaissait. « Nous devons éviter les crêtes, » dit-elle sans se retourner. De là-haut, ils verraient tout. Ici, le canyon nous cache. Et nous cache aussi d'un éventuel secours, répondit Elias. Dans ces terres, il n'y a pas de secours, seulement des choix, répliqua-t-elle. Elias jeta un coup d'œil derrière lui. Aucune silhouette ne se détachait encore contre le ciel, mais il savait que les chasseurs de primes n'abandonneraient pas. Ils avaient l'odeur de l'argent dans le sang, et cette odeur ressemblait beaucoup à celle de la peur mêlée au mépris. Ce genre d'homme ne renonçait pas tant qu'il restait quelque chose à briser. Ils marchèrent longtemps sans parler. Le bruit de leurs pas, le souffle régulier de buteurs, le frottement du cuir suffisaient à remplir le silence. Pourtant ce silence-là était différent de celui de la nuit précédente. Moins lourd, mais plus tendu, comme une corde qu'on aurait tirée entre eux, sans savoir encore si elle allait se rompre ou se transformer en lien solide. « Tu as déjà été dans un village apache ?» demanda soudain Nayeli. Elias secoua la tête, de loin seulement. Les soldats avec qui je montais parfois disaient que s'en approcher, c'était s'exposer à une flèche dans le dos. Elle eut un sourire amer. Les soldats aiment croire qu'ils sont les seuls à avoir peur. Ils oublient que nous sommes nés avec la flèche déjà tournée vers nous. Il sentit cette phrase glisser en lui comme une lame lente. « Tu nous détestes tous ?» demanda-t-il. « Les hommes blancs, je veux dire. » Elle mit un moment à répondre. « Je me méfie de presque tous. C'est différent. La haine, c'est lourd. La méfiance, c'est ce qui nous a gardés en vie jusqu'ici. » Ils arrivèrent à un passage plus ouvert, où quelques arbres maigres dessinaient des ombres sur le sol. Nayeli leva la main. « Nous nous arrêterons ici un moment. Ton cheval a besoin de souffler. Et toi aussi. » Elias descendit de selle avec un grognement. Ses jambes protestèrent, raidies par les heures de marche. Buté secoua la tête, puis se mit à brouter quelques touffes d'herbes sèches. Nayeli alla remplir une gourde à un mince filet d'eau qui serpentait entre les pierres. Quand elle revint, elle tendit la gourde à Elias avant de boire elle-même. « Tu aurais pu la garder pour toi, » dit-il. « Si tu tombes, je ne pourrai pas te porter, » répondit-elle simplement. « Il est plus utile que tu restes debout. » Il but en la regardant par-dessus le bord de la gourde. « Tu parles comme quelqu'un qui a déjà dû choisir qui sauver, » murmura-t-il. Ses yeux se voilèrent légèrement. Elle s'assit sur une pierre, les mains posées sur ses genoux. « Mon frère, » dit-elle. Il s'appelait Koélé. Il avait 2 ans de plus que moi. Elias sentit sa poitrine se serrer, sans savoir encore pourquoi. Que lui est-il arrivé? Elle leva le regard vers les branches maigres au-dessus d'eux, comme si les mots avaient besoin d'un peu de ciel pour sortir. Des hommes comme ceux qui nous poursuivent
sont venus près de notre camp. Ils disaient qu'un cheval avait été volé. C'était faux. Ils cherchaient juste un prétexte. Ils ont voulu emmener un des nôtres pour poser des questions. Mon frère s'est interposé. Il a posé la main sur le fusil de l'un d'eux pour l'abaisser. L'homme a tiré sans réfléchir. Le silence retomba, plus dur que le gravier sous leurs pieds. Il est tombé devant moi, continua-t-elle. Et l'homme a juré que c'était un accident, que mon frère avait bougé trop vite. Ils sont partis sans même regarder son corps. Elias baissa les yeux. Dans sa tête défilèrent d'autres scènes, d'autres visages. Des hommes saouls qui tiraient en l'air pour prouver leur courage, des soldats nerveux qui tiraient trop vite, des regards vides fixés sur des corps déjà immobiles. J'ai vu ce genre d'accident plus souvent que je ne veux m'en souvenir, dit-il, trop souvent pour encore croire au hasard. Nayeli fronça légèrement les sourcils. Et toi, Elias Turner, qu'as-tu fait pendant toutes ces années à chevaucher entre les villes? Tu ne peux pas avoir traversé ces terres sans laisser de traces. Il sentit son tour arriver, comme un poids posé sur sa langue. Il s'assit à son tour, les coudes sur les genoux, les mains jointes. J'ai été beaucoup de choses, dit-il. Ranché à moitié, garde armée pour les diligences, joueur quand la chance me souriait, homme de main quand elle me tournait le dos, elle le fixait sans cligner. Tu as déjà tiré sur quelqu'un pour de l'argent? Demanda-t-elle calmement. Il inspira profondément. Oui, une fois, un type qui avait volé à son patron. On m'a dit qu'il fallait lui faire peur juste un peu, j'ai tiré à côté, sur le sol. Il a paniqué, il a sorti son couteau, tout est allé trop vite. La balle suivante ne s'est pas plantée dans la terre. Ses doigts se crispèrent involontairement. Il est mort avant même que je comprenne ce que j'avais fait. On m'a payé, mais on m'a aussi regardé comme on regarde un chien qu'on a enfin dressé. Ce jour-là, j'ai compris qu'entre tirer pour se défendre et tirer pour de l'argent, il y avait un fossé. Et que j'étais déjà de l'autre côté. Nayeli le contempla longtemps. Le vent fit bruire les branches au-dessus d'eux. « Tu regrettes » demanda-t-elle. « Tous les jours » répondit-il sans hésiter. Quand je ferme les yeux, je revois son visage. Je ne connaissais même pas son nom. Elle hocha très lentement la tête. « Alors toi aussi ? Tu portes un mort sur ton dos, dit-elle. Il releva le regard vers elle. « Oui. Et toi ? Tu portes ton frère. » Peu. Être que c'est pour ça que nous marchons ensemble aujourd'hui. Un éclat étrange passa dans ses yeux, comme une brève surprise. « Tu parles comme un vieil homme qui a trop vu, » remarqua-t-elle. « Peu. Être que le désert vieillit plus vite ceux qui n'ont plus d'endroit où rentrer, » répondit-il. Ils restèrent un moment assis en silence, chacun avec ses morts, leurs souvenirs croisant les ombres du passé comme deux rivières sous la même surface. Puis Nayeli se leva. « Nous devons repartir, » dit-elle. « Si nous restons, les ombres deviendront des hommes en chair et en fusil. » Elias hocha la tête, se remit debout et resserra la selle de Booter. Quand ils reprirent la marche, quelque chose avait changé. Leurs pas semblaient moins étrangers l'un à l'autre, comme si avoir partagé leurs fantômes les avait rendus plus réels aux yeux de l'autre. Ils avancèrent jusqu'à ce que le canyon se resserre à nouveau. Le ciel se réduisit à un ruban bleu au-dessus de leur tête. À un moment, Nayeli s'arrêta si brusquement qu'Elias manqua de la bousculer. « Quoi encore » demanda-t-il. Elle leva un doigt vers la paroi. Là, gravé dans la pierre, un symbole simple, un cercle entouré de 4 traits. « C'est la marque de mon peuple », expliqua-t-elle à la voix basse. « Cela signifie « Regarde derrière toi ». Elias sentit sa nuque se raidir. Il se retourna lentement. Tout au fond du canyon, minuscule mais indubitable, 3 silhouettes venaient d'apparaître. Les chasseurs de primes avaient retrouvé leur piste. Les 3 silhouettes au fond du canyon n'étaient plus des ombres désormais, mais des hommes bien réels qui avançaient d'un pas sûr, comme s'ils suivaient une piste qu'ils connaissaient déjà. Nayeli les observa à peine une seconde avant de se tourner vers Elias. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit-elle. « Le canyon est un piège. S'ils tirent depuis l'entrée, nous serons des cibles immobiles. » Elias regarda les parois hautes, striées de fissures, et comprit qu'elle disait vrai. « Tu as parlé d'une forêt, hier soir, dit-il. Elle peut encore nous sauver ? » « Oui, répondit-elle. Mais pour y arriver, il faut quitter ce couloir et prendre le ravin à l'est. Le sol y est mauvais pour les chevaux. » Il posa la main sur l'encolure de Booter. « Il a déjà traversé pire, » murmura-t-il. « Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. » Nayeli hocha la tête et se mit en mouvement sans perdre une seconde. Elle quitta le chemin principal et glissa entre 2 rochers où Elias n'aurait jamais imaginé pouvoir passer avec un cheval. Booter hésita, puis suivit, poussé par la peur et la confiance qu'il avait en la main qui tenait ses rênes. Derrière eux, un coup de feu éclata. La balle frappa la pierre quelque part dans leur dos,
faisant éclater un petit nuage de poussière. C'était un tir de menace, pas de précision, un avertissement qui disait « Nous savons que vous êtes là. Ils veulent nous faire peur », souffla Elias. « Alors, ne leur offre pas ce plaisir », répondit Nayeli sans se retourner. Le ravin se resserra autour d'eux. Buté glissa, rattrapa son équilibre. La respiration d'Elias se fit plus courte, plus attentive. Il n'avait plus seulement la responsabilité de sa propre peau, mais aussi celle de la femme qui ouvrait la marche. Plus loin, dit-elle, le ravin forme un croissant. Au-dessus, il y a un balcon de pierre. Qui se tient là contrôle tout ce qui entre. « Tu y as déjà été » demanda-t-elle. « Oui, avec mon frère » répondit-elle. « C'est là qu'il m'a appris où se tiennent les vivants et où tombent les fous. » Il ne posa pas d'autres questions. Le nom de Koel flottait encore entre eux comme un spectre qui refusait de s'éloigner. Ils arrivèrent enfin à l'endroit dont elle parlait. Le ravin s'ouvrait sur une cuvette à moitié ombragée. À droite, une pente raide montait vers une esplanade naturelle. De là, haut, on voyait l'entrée du passage comme dans le creux de la main. « Si nous prenons le balcon, dit Elias, nous déciderons d'où vient la première balle. Et peut être la dernière, répondit-elle. Il la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de bravade, seulement une détermination calme. Je monte avec Butter, dit-il. Le cheval me servira de couverture. Toi, reste en bas, dans l'ombre, près de ces rochers. Quand ils entreront, je les distrairai. Tu frapperas. Elle hésita une seconde. Tu sais tirer d'en haut? J'ai passé assez de nuits sur les toits de Saloon, répondit-il avec un demi-sourire. Le bois bouge plus que la pierre. Nayeli sembla accepter cette réponse. Elle posa brièvement la main sur son bras, geste si rapide qu'il aurait pu croire l'avoir imaginé. « Ne meurs pas, cowboy, » dit-elle dans un souffle. « Si tu meurs ici, je devrais expliquer à mon peuple pourquoi j'ai perdu un homme qui avait enfin décidé de nous défendre. » Il sourit, malgré la peur qui montait. « J'essaierai de ne pas te compliquer la tâche. » Il mena Butter vers la pente. Le cheval souffla fort mais monta, les sabots cherchant chaque appui. Une fois sur le balcon, Elias attacha la bride à un rocher, puis se coucha près du bord, carabine en main. D'en haut, il voyait la cuvette, l'entrée du ravin, les blocs derrière lesquels Nayeli disparaissait déjà. Le temps se dilata. Le vent ramena vaguement des voix, puis des sabots contre la pierre. Les chasseurs de primes apparurent peu après, silhouettes sombres contre la lumière. Ils s'arrêtèrent à l'entrée, examinant les lieux. « Je sais que vous êtes là », cria l'un d'eux. Le ton suintait l'arrogance. « Nous voulons seulement la fille. Le cavalier peut repartir. On paie bien ceux qui comprennent où est leur intérêt. » Elias ferma un instant les yeux. La proposition n'avait rien de surprenant. Elle était même logique pour ce genre d'homme. Mais l'entendre ainsi, clairement, le traversa comme une gifle. Il pensa à la nuit dans la grotte, aux paroles de Nayeli, au nom de son frère. Puis il posa la joue contre le bois de la crosse. « Tu t'es trompé de cow-boy » murmura-t-il pour lui-même. Il choisit sa cible, celui qui parlait, un manteau long, une vieille étoile de shérif ternie sur la poitrine, souvenir d'un temps où la loi était un costume qu'il avait cessé de porter. Quand l'homme avança de quelques pas, Elias retint son souffle et pressa la détente. Le tir claqua, net. L'homme hurla, projeté sur le côté, la balle l'ayant frappé à l'épaule. Son fusil tomba dans la poussière. Les deux autres levèrent la tête et tirèrent aussitôt vers le balcon. La roche éclata à quelques centimètres du visage d'Elias. Il roula sur le côté pour éviter la deuxième balle. En bas, Nayeli surgit de son couvert. Elle décocha une flèche qui vint se planter dans la cuisse du deuxième cavalier. Il chancela, jura, tenta de viser à son tour, mais son cheval s'agitait trop. « Il y en a deux » hurla le troisième. Le ravin résonna de détonations. L'air se chargea de fumée. Elias se redressa pour tirer encore, mais au moment où il se penchait de nouveau, une douleur brûlante lui traversa le flanc. C'était comme si un fer rouge venait de lui transpercer la chair. Le monde bascula. Il tomba sur le dos, la carabine lui échappant des mains. « Voilà », pensa-t-il fugitivement, « c'est peu, être ici que tout se termine. » Un cri le traversa, lointain, étouffé. « Elias !» La voix de Nayeli franchissait le vacarme comme une flèche. Il voulut répondre, dire qu'il était encore là, mais aucun son ne sortit. Buté, tirait sur sa bride, affolé, ses sabots frappant la pierre. Autour de lui, le balcon se rétrécissait, comme si la pierre, elle aussi, retenait son souffle. En bas, les chevaux tournaient encore, désorientés par le vacarme. Un instant, tout sembla suspendu, pris entre la poussière, les cris et le sang répandu sur la roche. Dans ce chaos, la seule chose qui restait claire à Elias, c'était le visage de Nayeli.
Il s'y accrocha comme à une corde jetée au bord d'un gouffre noir. La dernière chose qu'il vit fut une silhouette qui courait vers lui, gravissant la pente, les cheveux noirs fouettés par le vent, puis la nuit, enfin tomba à l'intérieur de lui avant même que le soleil ait disparu du ciel. Le monde revint d'abord par le bruit. Des sons étouffés, lointains, comme si Elias avait la tête plongée sous l'eau. Des sabots, un souffle précipité, une voix qui répétait son nom avec obstination, puis ce fut la douleur, large et brûlante, plantée dans son flanc comme un morceau de soleil en fusion. Il tenta de bouger, et un gémissement lui échappa malgré lui. « Ne bouge pas, Elias », souffla une voix tout près de son oreille. « Tu respires, c'est tout ce qui compte pour l'instant. » Il ouvrit les yeux avec difficulté. Le ciel lui apparut d'un bleu cru, sans nuages. Il n'était plus sur le balcon de pierre, mais allongé dans une dépression du terrain, à l'abri d'un rocher. Buter n'était pas là. À la place, le visage de Nayeli se penchait au-dessus de lui, couvert de poussière, une trace de sang séché sur sa joue qui n'était pas la sienne. « Oh » murmura-t-il. « Plus bas dans le ravin, répondit-elle. J'ai dû te tirer jusqu'ici avant qu'il ne remonte. » Il sentit la rugosité de la terre sous ses épaules, et comprit alors ce que son déplacement avait coûté à ses muscles déjà tendus. Les chasseurs? Elle jeta un coup d'œil vers la crête. 2 sont repartis, blessés. Le 3e ne suivra plus personne, dit-elle d'une voix neutre. Elias se souvenait à peine de la fin de l'affrontement. Les détonations se mêlaient à la douleur dans sa mémoire. Il essaya de se redresser, mais Nayeli posa une main ferme sur sa poitrine. Non. La balle a traversé, mais elle a mordu la chair. Si tu te lèves trop vite, tu saigneras à l'intérieur. Il baissa les yeux vers son flanc. Sa chemise avait été découpée. Un bandage de tissu grossier, déjà taché de rouge, entourait sa taille. L'odeur des herbes écrasées montait de la plaie. « Tu as fait ça ? Qui d'autre ?» répondit-elle. « Je ne pouvais pas laisser ton sang nourrir le sable. » Elle parlait calmement, mais ses mains racontaient autre chose. Elle tremblait légèrement quand elle retouchait le bandage, comme si la peur refusait encore de les quitter. « Combien de temps j'ai été inconscient ? » « Le soleil a un peu avancé, » dit-elle en jetant un regard au ciel. « Pas plus d'1 heure. Mais nous ne pouvons pas rester ici. » Il eut un rire bref, étranglé. « Je ne suis pas sûr de pouvoir courir. »« Tu n'auras pas à courir, » répondit-elle. « Tu devras seulement tenir sur le cheval. » Elle porta 2 doigts à sa bouche et laissa échapper un sifflement particulier, aigu, modulé. Quelques instants plus tard, Buter apparut derrière un rocher, les flancs encore agités. Nayeli l'avait attaché plus bas, à l'abri des balles, avant de remonter vers le balcon. « Brave bête » murmura Elias. « Il a eu plus de jugement que toi » remarqua Nayeli. « Il a voulu fuir quand tu t'es mise à découvert. Quelqu'un devait être la cible, » dit-il en fermant brièvement les yeux. « Et ce n'était pas toi. » Elle eut un mouvement de tête agacé. « Tu décides donc seul qui doit vivre ou mourir. » Il la regarda, surpris par la colère qui pointait dans sa voix. « Je n'ai rien décidé du tout. J'ai seulement choisi de ne pas te vendre pour ma peau. » Leurs regards se croisèrent, longs, têtus, puis quelque chose se fissura dans le sien. « Ne parle plus, » dit-elle doucement. « Garde ton souffle pour ce qui vient. » Elle glissa un bras sous ses épaules. La douleur lui arracha un grondement sourd, mais il se laissa hisser jusqu'à la position assise. Le monde tangua un instant. Une sueur froide lui coula dans le dos malgré la fraîcheur de l'air. « À 3, dit-elle. « Tu t'accroches à moi, je te fais monter. » Elle compta à voix basse. « À 3. » Elle le tira vers Buter. Elias serra les dents, sentit la blessure se réveiller comme une brûlure fraîche. Ses doigts se refermèrent sur la crinière du cheval, sur la sangle, sur tout ce qu'il trouvait. Il eut l'impression que chaque mouvement ouvrait à nouveau la plaie. Mais, seconde après seconde, il finit par se retrouver en selle, penché en avant, le front presque collé à l'encolure de Buter. « Respire lentement » ordonna Nayeli. « Si tu t'évanouis, tu tomberas, et je ne pourrai pas te porter sur mon dos. Tu manques de foi, » souffla-t-il avec un sourire pâle. « Non, » répondit-elle, « j'ai juste trop de souvenirs. » Elle prit la bride, l'autre main posée en soutien sur sa jambe blessée. « Mon village n'est plus si loin, » dit-elle. « 1 demi-journée si tu tiens, plus si tu t'arrêtes pour mourir en chemin. Je ferai de mon mieux pour ne pas t'embarrasser, » dit-il. Ils quittèrent le ravin par un sentier escarpé que Buter monta avec précaution. Chaque pas envoyait une vague de douleur dans le flanc d'Elias, mais il s'accrochait à la selle et au souffle régulier du cheval comme à un fil de vie. Nayeli marchait à côté, parfois légèrement en avant, parfois en arrière pour vérifier qu'il ne glissait pas. Le paysage changea peu à peu, les rochers se firent moins abrupts,
la terre moins nue, quelques arbres tordus apparurent, puis des arbustes plus denses. L'air lui-même semblait plus lourd, moins tranchant. Un filet d'eau chantait en contrebas. On dirait que le monde devient moins hostile, murmura Elias. Il ne devient pas moins hostile, corrigea Nayeli. Il te montre seulement un visage différent. Ici, ce ne sont plus les pierres qui tuent, mais ceux qui protègent ces pierres. Ta famille. Elle mit un moment à répondre. Mon peuple, dit-elle. Et parmi eux, mon père. Il n'aime pas les étrangers. Encore moins ceux qui portent une arme et une histoire. Alors il va me détester, dit Elias. J'ai les deux. Il te haïra encore plus quand il verra que je t'ai ramené vivant, répondit-elle. Étrangement, cette phrase ne le fit pas sourire. Il sentit un poids nouveau. Tu risques quelque chose en m'amenant? Oui, dit-elle sans détour, mais je risquais davantage en te laissant mourir dans ce ravin. Les morts ne partent jamais vraiment. Ils restent accrochés à ceux qui les abandonnent. Il pensa à l'homme qu'il avait tué autrefois, à ce regard qu'il portait encore comme une ombre dans ses nuits. Je crois que je comprends, murmura-t-il. Le soleil commençait à décliner, lorsque le chemin se fit plus étroit entre deux collines couvertes d'herbes sèches. Au-delà, Elias aperçut quelque chose qu'il n'aurait jamais espéré voir. Des fumées fines montant en volute, des taches de couleur entre les troncs, le reflet d'un métal sur une pointe de lance. « C'est ton village » Nayeli s'arrêta, comme si elle hésitait à franchir une frontière invisible. « Oui » dit-elle doucement. « De l'autre côté de cette colline, ce ne sont plus seulement mes terres, ce sont nos règles. » Elle se tourna vers lui. Dans ses yeux, il crut voir, pour la première fois, une forme de peur qui n'avait rien à voir avec les balles des chasseurs. « Écoute-moi bien, Elias Turner, dit-elle. Quand nous entrerons, tu ne parles pas le premier. Tu ne regardes personne comme un ennemi. Tu ne touches pas à ton arme, même si on hurle, même si on te menace. Tu me laisses parler. Et si on décide que ma tête n'a rien à faire ici ?» Elle le fixa un long moment. « Alors tu verras si ce que j'ai appris de mon frère me suffit pour te sauver une deuxième fois. » Il inspira profondément, sentant une étrange chaleur se mêler à la douleur. « Nayeli, quoi? Si je ne m'en sors pas, je veux que tu saches que je ne regrette pas d'avoir rougi quand tu as proposé de me réchauffer. » Un éclat, entre surprise et colère, passa sur son visage, aussitôt chassé par un frémissement de lèvres qui ressemblait presque à un sourire. « Tais-toi, cowboy, dit-elle. Tu n'es pas encore assez blessé pour parler comme un homme qui fait ses adieux. » Elle serra la bride et fit avancer Buteur. Le cheval franchit la dernière crête. De l'autre côté, le village apparut enfin, un cercle de huttes et de tentes, des enfants qui s'arrêtèrent de jouer pour regarder, des femmes qui suspendirent leurs gestes, des guerriers qui saisirent leurs armes. Au centre, un homme aux cheveux grisonnants se leva lentement. Son regard alla de Nayeli à Elias, puis au sang séché sur le bandage. Le silence qui tomba alors était plus tranchant que n'importe quel cri. Personne ne bougeait. Le village tout entier semblait retenu dans une seule inspiration. Elias sentit le regard des guerriers se planter en lui comme autant de lances invisibles. Buteur, nerveux, bougea d'un pas, faisant teinter le métal des rênes. Nayeli posa aussitôt la main sur son encolure pour le calmer, mais son attention ne quittait pas l'homme au centre du cercle. « C'est lui, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Mon père. » Elias comprit sans qu'on le lui dise. L'homme avait ce genre de présence qui remplissait l'espace sans avoir besoin d'un geste. Ses cheveux grisonnants étaient attachés derrière sa nuque, quelques plumes discrètes glissaient dans la tresse. Ses yeux, eux, n'avaient rien de vieux, sombres, vifs, durs comme la pierre qu'il foulait. Il fit un pas vers eux. Les murmures autour redoublèrent. « Nayeli, dit-il enfin, sans regarder Elias. » Sa voix était calme, mais quelque chose en elle vibrait comme une corde tendue. Nayeli descendit de la pente, tirant Buteur derrière elle, jusqu'à se tenir à quelques pas de son père. « Père, dit-elle en s'inclinant légèrement, tu reviens avec un étranger armé, couvert de sang, sur notre territoire, répondit-il, et tu entres par la grande ouverture, comme si tu ramenais un frère. » Un éclat d'ironie froide passa dans les yeux d'un des guerriers derrière lui. D'autres resserrèrent leur prise sur leurs lances. Elias sentit son flanc protester, mais il serra les dents. Il ne devait pas montrer la moindre faiblesse. « Son sang, dit Nayeli en pointant le bandage, a coulé pour me protéger. Et les hommes qui le poursuivaient étaient aussi ceux qui traquaient les nôtres. » Un grondement monta des rangs. Un nom fut prononcé, celui d'un chasseur de primes que plusieurs semblaient connaître. L'un des guerriers cracha à terre, comme pour exorciser un mauvais souvenir. Le père de Nayeli leva la main. Le silence tomba à nouveau. Enfin, il tourna la tête vers Elias. « Descends de ce cheval, étranger, dit-il. Ici,
Personne ne nous parle de si haut. Les doigts d'Elias se crispèrent sur la selle. Descendre signifiait exposer toute sa fragilité, mais refuser serait perçu comme un affront. Il chercha le regard de Nayeli. Elle le fixa avec une intensité brûlante, comme pour lui dire « Fais-le, fais-moi confiance ». Il inspira profondément. « D'accord » murmura-t-il. Il glissa sa jambe par-dessus la selle. La simple rotation de son bassin envoya une vague de douleur dans tout son côté. Ses yeux se brouillèrent un instant, mais il parvint à se laisser glisser au sol plutôt qu'à tomber. Ses genoux fléchirent. Il aurait sans doute heurté la terre si Nayeli n'avait pas déjà tendu les bras pour le retenir. Il sentit sa main sur son dos, ferme, chaude, réelle. Ce contact, plus que la douleur, le ramena à la surface. Il se redressa tant bien que mal. « Il tient debout », dit-il avec un sourire pâle. C'est un début. Quelques enfants échangèrent un regard intrigué. Le père de Nayeli, lui, ne sourcilla pas. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Elias Turner. »« Turner » répéta l'homme, comme on goûte un goût inconnu. « Tu viens des villes de l'Est. Je viens des endroits où l'on oublie vite ceux qui disparaissent, » répondit Elias. Un léger mouvement, presque imperceptible, passa sur le visage de l'homme, mais il ne se laissa pas distraire. « Tu portes une arme sur la hanche, » dit-il, « et tu as apporté le sang avec toi. J'ai aussi empêché d'autres de verser le vôtre, » répondit Elias sans baisser les yeux. Une rumeur monta, vite étouffée par un geste du chef. « Tu parles avec assurance pour quelqu'un qui tient à peine debout, étranger. »« C'est peu, être justement parce que tenir debout m'a coûté assez cher, » répliqua Elias. Pendant un bref instant, un éclat, presque amusé, traversa les yeux du chef. Il le chassa aussitôt. « Tu n'es pas ici par ta volonté, » dit-il. « Nayeli t'a ramené. Elle n'amène personne à notre feu sans raison. » Son regard se posa sur sa fille. « Explique, ma fille. » La voix se fit plus dure sur ces derniers mots. Nayeli redressa les épaules. « J'ai trouvé Elias dans le canyon, » dit-elle. Son cheval était blessé. Une tempête arrivait. Je l'ai guidé vers la grotte des ancêtres. Un murmure choqué parcourut le cercle. Elias sentit que ce détail-là, elle ne le lui avait jamais complètement expliqué. « La grotte » répéta son père, la voix soudain plus grave. « Oui » répondit-elle sans baisser la tête. « Tu as amené un étranger là où même certains des nôtres n'entrent pas, » poursuivit-il. Il y avait dans ces mots plus que de la colère, une incompréhension profonde, presque une blessure. « Il n'a pas insulté cet endroit, » dit Nayeli. « Il n'a pas tiré, il n'a pas crié, il n'a pas ri. Il a respecté le feu, les pierres, le silence. » Elle marqua une pause. Et quand les chasseurs de primes sont arrivés, il s'est mis entre eux et moi. Il a pris la balle à ma place. Le chef tourna lentement la tête vers Elias. Cette fois, son regard n'était plus seulement celui d'un homme qui jauge un adversaire, mais celui d'un père qui cherche à deviner quel prix a été payé pour sa fille. « C'est vrai » demanda-t-il. « Oui » répondit Elias. « Je ne suis pas venu ici avec une bannière blanche, ni avec une belle histoire, mais je ne les ai pas conduits à vous, et je ne vendrai jamais quelqu'un pour sauver ma peau. » Le silence qui suivit était lourd, mais différent. Les guerriers se regardèrent entre eux. Certains semblaient moins sûrs de ce qu'ils avaient envie de faire. Le chef recula d'un pas, puis s'adressa à tout le village. « Ce que nous savons, dit-il, c'est qu'un étranger armé est entré sur nos terres sacrées, a profané notre grotte par sa simple présence, et a amené derrière lui le danger des hommes de la ville. » Un grondement approbateur monta. « Ce que nous savons aussi, ajouta T en levant la voix, c'est que cet homme a pris une balle qui aurait pu tuer ma fille. » Les voix se turent, limitées par ce dernier fait. « Nos règles ne sont pas celles des villes, » continua-t-il. « Nous ne remercions pas un homme en l'invitant à s'asseoir au feu comme si rien n'était arrivé. Nous ne tuons pas non plus celui qui nous a protégés, sans lui laisser la chance de montrer qui il est vraiment. » Il se tourna de nouveau vers Elias. « Ici, quand un étranger arrive avec le sang sur lui, il doit passer une épreuve. S'il revient, nous savons qui il est. S'il ne revient pas, alors le désert aura choisi. » Elias sentit la fatigue peser sur ses muscles, mais aussi une flamme, étrange, se rallumer sous la douleur. « Quelle épreuve » demanda-t-il. Un vieil homme s'avança, tenant un bâton décoré de plumes et de petites pierres. « La forêt sacrée, dit-il. Il devra y entrer à la tombée de la nuit et revenir avec un signe des ancêtres pour prouver qu'il ne le rejette pas. Il est blessé, lança une femme. Les ancêtres ne comptent pas les trous dans la chair, répondit le vieil homme. Il regarde ce qui se tient derrière les yeux. Nayeli fit un pas en avant. Père, dit-elle, tu ne peux pas. Tais-toi, Nayeli, la coupa-t-il, mais sa voix trembla à peine. Tu l'as amené.
Tu as mis ton nom sur le sien. S'il revient, ce ne sera pas seulement sa victoire, ce sera aussi le poids que tu auras choisi de porter. » Elle serra les poings, mais ne protesta plus. Son regard se tourna vers Elias, brûlant, inquiet, furieux et suppliant à la fois. « Tu n'es pas obligé d'accepter, » souffla-t-elle en approchant de lui. Il la regarda, et un étrange calme l'envahit. « Si je refuse, ils me tueront, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit-elle, « mais mourir ici, sous leur lance, ce serait mourir comme un lâche, » compléta-t-il doucement. Il sourit, malgré le bandage, malgré le sang, malgré la fatigue. « J'ai passé assez de temps à fuir ce que j'étais, Nayeli. Peut-être que cette nuit, pour la première fois, je cesserai de le faire. » Elle ferma les yeux un instant, comme si cette réponse lui faisait mal, et la soulageait en même temps. « Alors je prierai les ancêtres, » dit-elle à voix basse, « pour qu'ils ne soient pas aveugles. » Le chef leva le bâton vers le ciel. À la tombée de la nuit, l'étranger partira seul vers la forêt. S'il revient avec un signe de respect, il aura sa place, au moins pour un temps, près de notre feu. S'il ne revient pas, nous saurons que la grotte n'aurait jamais dû le laisser entrer. Les regards se détournaient déjà, les conversations reprenaient. Mais pour Elias, le monde venait de se réduire à deux choses, la nuit qui approchait et les yeux de Nayeli, où brillaient toutes les épreuves du feu et du cœur. La nuit tomba avec une lenteur presque cruelle, comme si le ciel voulait prolonger l'attente d'Elias avant l'épreuve. Dans le village, les feux s'allumaient un à un, éclairant les silhouettes qui se rassemblaient en murmures discrets. Le chef avait donné ses instructions. Personne ne devait aider l'étranger. Le passage vers la forêt sacrée devait se faire seul, sans guide, sans armes autres que celles que portait son cœur. Elias, adossé contre un tronc, sentait son flanc pulser au rythme de son souffle. Le bandage resserré autour de sa blessure lui rappelait à chaque mouvement que son corps n'était pas prêt pour une épreuve de nuit. Pourtant, l'heure approchait, et personne ne viendrait le sauver. Nayeli s'approcha lentement, comme si elle craignait de traverser un territoire fragile entre eux. Dans la lumière tremblante du feu, son visage paraissait plus jeune, mais aussi plus inquiet qu'il ne l'avait jamais vu. Elle s'accroupit devant lui, les mains jointes. « Tu devrais être couché, » dit-il. « Et toi, tu devrais être loin d'ici, » répondit-elle. « Mais nous faisons tous deux des choses stupides, semble-t-il. » Il esquissa un sourire, vite effacé par une grimace de douleur. « Je crois que ton père voudrait que je meure, Nayeli. »« Peut-être, » dit-elle. « Ou peut-être veut-il seulement savoir si tu mens quand tu dis que tu n'es pas comme les autres. » Elle attrapa une poignée de sable et la laissa filer entre ses doigts. « Cette forêt n'est pas comme celle que tu connais. Elle ne regarde pas la force d'un homme. Elle regarde ce qu'il transporte avec lui. Ses fautes, ses peurs, ses fantômes. Alors je suis déjà perdu, » murmura Elias. Elle releva la tête brusquement. « Non, tu n'es pas perdu. Ton regard n'est pas celui des hommes qui viennent ici pour prendre. Il est celui de ceux qui cherchent à comprendre. » Elias sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. « Tu me donnes trop de crédit. Je n'ai jamais cherché quoi que ce soit. »« C'est faux, » répondit Nayeli. « Tu cherches depuis longtemps. Tu cherches un endroit où poser ta honte sans qu'on te la renvoie au visage. Tu cherches un feu qui ne s'éteint pas quand le vent se lève. » Il détourna les yeux. « Comment le sais-tu ? » »« Parce que moi aussi j'ai cherché cela, » dit-elle doucement. « Après la mort de mon frère, j'ai cherché un feu qui ne brûlait pas ceux qui s'en approchaient. » Elias voulut répondre, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Il finit par se lever lentement, soutenant son flanc. Nayeli le retint instinctivement par le bras. « Elliot, tu ne peux pas entrer là, bats seulement avec ton orgueil. »« Je n'entre pas avec mon orgueil, » dit-il. « J'entre parce que je veux vivre. » Elle secoua la tête. « Pas seulement. Tu veux me prouver quelque chose. » Il la fixa longuement. « Peut-être, ou peut-être que je veux me prouver quelque chose à moi-même. » Le vent tourna, portant vers eux une odeur d'herbe sèche et de terre fraîche. Au loin, la forêt sacrée apparaissait comme une ombre compacte, un mur de ténèbres au-delà du village. Des lanternes furent allumées près de l'entrée du sentier. Les guerriers commençaient à se rassembler. Le moment arrivait. Nayeli se leva à son tour. « Écoute-moi attentivement, » dit-elle. « Lorsque tu entreras, ne cours pas, ne parle pas, ne cherche pas un signe, laisse-le venir. Et s'il ne vient pas, » elle marqua un silence douloureux. « Alors tu ne reviendras pas. » Elias hocha la tête. « Et si je reviens, alors je devrais comprendre pourquoi les ancêtres ont choisi de te laisser passer, » murmura-t-elle. La tension palpable entre eux devint soudain trop lourde. Elias fit un pas vers elle. « Nayeli, je veux que tu saches quelque chose avant que j'entre là, dedans. »« Non, dit-elle immédiatement.
Attends de revenir. Ou ne reviens pas et garde tes mots pour toi. Les promesses avant une épreuve sont comme des plumes dans le vent. Elles s'envolent trop vite. Ce n'est pas une promesse, dit-il. Elle releva les yeux. Alors qu'est-ce que c'est? Il hésita une seconde. C'est la vérité. Elle recula légèrement, comme si cette phrase l'avait frappé. Ne dis rien, Elias. Pas tant que la nuit te regarde encore. Il aurait voulu insister, mais le visage de Nayeli portait une supplique silencieuse. Alors il se tut. Les guerriers avancèrent. Le chef leva son bâton. L'heure est venue, dit-il. Que l'étranger marche vers la forêt sacrée, que ses pas soient jugés. Les murmures montèrent. Elias inspira profondément. Nayeli, le visage tendu, glissa quelque chose dans sa main. Un petit morceau de pierre, poli, chaud de sa paume. Pour que tu te souviennes que ton cœur n'est pas vide, dit-elle. Il referma sa main dessus. Ya reviendrai, dit-il. Les vivants reviennent, répondit-elle. Pas les téméraires. Il esquissa un sourire. Tu me connais mal. Je ne suis pas téméraire. Je suis têtu. Alors sois têtu pour rester vivant. Il s'éloigna, pas après pas, jusqu'à atteindre la lisière sombre de la forêt. Le chef se plaça derrière lui. Entre, dit-il, et que les ancêtres décident si tu mens ou si tu dis vrai. Elias passa la frontière d'ombre. La forêt l'engloutit. Le monde du village disparut. Alors, seulement, il entendit son propre cœur battre, et la voix silencieuse de Nayeli semblait marcher derrière chacun de ses pas. La forêt sacrée semblait refermer ses ombres derrière Elias comme une porte vivante. À chaque pas, les bruits du village s'effaçaient, remplacés par le froissement des feuilles et le souffle de la terre elle-même. L'air était plus dense ici, chargé d'odeurs d'écorce, d'humidité ancienne, de nuit profonde. Lointain, un hibou lança un cri bref, comme un avertissement. Elias serra le petit morceau de pierre que Nayeli avait mis dans sa main. Il sentait encore la chaleur de ses doigts. La douleur dans son flanc battait comme un tambour, mais il avançait, soutenu par une obstination qui n'avait rien d'héroïque, simplement la conviction qu'il devait revenir, qu'il devait revoir Nayeli, qu'il devait prouver à ses terres qu'il n'était pas venu pour les trahir. Le sentier monta, puis se perdit. À un moment, Elias ne sut plus où était l'avant ou l'arrière. La forêt semblait tourner sur elle-même, déplacée par un souffle invisible. Il se laissa guider par l'instinct, par ce battement intérieur qui ressemblait à la voix de Nayeli lorsqu'elle lui avait dit « Laisse le signe venir ». Il ne savait pas depuis combien de temps il marchait lorsque la première ombre apparut. Une silhouette, au loin, immobile entre deux troncs. Elias s'arrêta net. « Qui va là ?» murmura-t-il, même s'il savait qu'il n'aurait aucune réponse. La silhouette ne bougeait pas. Il fit un pas, puis un autre. Quand il s'approcha, l'ombre sembla se dissoudre dans l'air, comme une fumée. Il la suivit encore, mais une douleur aiguë lui traversa le côté. Il posa la main contre un arbre pour ne pas tomber. « Passe maintenant. Passe ici. » Il inspira profondément, se redressa, continua. La forêt n'était pas un lieu sacré pour rien. Elle jugeait les vivants en les confrontant à ce qu'ils portaient dans le sang. Elias sentit un frisson parcourir son dos. Alors qu'il avançait, un bruit sourd retentit derrière lui. Il se retourna d'un bond, la main sur son revolver, puis il réalisa que ce n'était pas la forêt. C'était un cavalier, au loin, filant à travers les arbres, la silhouette familière d'un cheval blanc. Et derrière cette silhouette, d'autres approchaient. Des voix d'hommes, des insultes, des rires. Elias sentit son cœur se glacer. Les chasseurs de primes n'avaient pas renoncé. Ils avaient contourné le village. Ils avaient dû suivre le chemin de la forêt en croyant prendre Nayeli au piège ou attirer Elias dehors. Et ils étaient maintenant très proches. Non. Passe ici. Passe. Maintenant. Il se mit à courir, ignorant la douleur, ignorant le sang sous son bandage, qui se réchauffait dangereusement. La forêt tremblait de leur voix. Ils étaient plusieurs. Peu être 6. Peu être plus. La clairière apparut soudain. Un cercle d'arbres anciens, si grand qu'il semblait toucher le ciel. Au centre, une pierre plate, couverte de mousse. Elias s'y effondra à genoux. Il posa la paume sur la pierre. Si je dois mourir, que ce soit en portant quelque chose de vrai. Mais la forêt ne répondit pas. À la place, un autre bruit se fit entendre. Un cri, court, féroce. Tchelouïda Nayeli. Elias releva la tête si vite qu'il sentit un voile noir passer devant ses yeux. Nayeli était là, surgissant d'un fourré, poursuivie par 2 cavaliers. Elle avait couru après lui, malgré l'interdiction de son père. « Elias » cria-t-elle. Il s'ensuivit. Il tenta de se relever, mais son flanc céda. Nayeli accourut,
le soutenant par l'épaule. « Tu es fou, souffla-t-elle. Fou de venir ici seul. » « Je n'étais pas seul, dit-il en montrant la pierre. Mais il n'avait rien trouvé. Pas de signe, pas d'artefact, rien. Nayeli n'eut pas le temps de répondre. Les cavaliers entrèrent dans la clairière en hurlant. Ils tirèrent sans réfléchir. Une balle frôla la tempe de Nayeli, une autre ricocha contre la pierre sacrée. Elias sentit une colère sauvage monter en lui. Ils n'ont pas le droit de profaner cet endroit. Il se releva comme un homme possédé et arracha son revolver à sa ceinture. Nayeli tenta de l'en empêcher. « Non, Elias, pas ici, pas dans la forêt. Ils ne respectent rien, on doit les arrêter. » Les cavaliers descendirent de selle. « Alors voilà le fameux cow-boy, » dit l'un d'eux. « On avait failli croire que tu étais mort. Dommage, on a encore besoin de toi. Et de la fille. » Elias se plaça devant Nayeli. « Si vous la touchez, je vous enterre dans cette forêt. » Le rire du chasseur fut bref. « Tu n'es bon qu'à saigner, Turner. » Il lèva son arme. Mais la forêt réagit avant Elias. Un bruit lourd, sec, résonna derrière eux. Un craquement de branches gigantesques. Une silhouette sortit de l'ombre, un homme ancien, un guerrier du village, portant un masque de bois sculpté. Puis un deuxième, puis un troisième. Les gardiens, les protecteurs des ancêtres. Elias n'avait pas su qu'ils existaient encore. Les chasseurs reculèrent, soudain nerveux. « C'est quoi ça? C'est des monstres? » « Non, » dit Nayeli. « Ce sont ceux que vous auriez dû craindre avant même de poser le pied ici. » Le premier chasseur tira. Une flèche répondit. Rapide, silencieuse, mortelle. L'homme tomba à genoux, la gorge ouverte par la pointe de pierre. Les autres prirent la fuite, mais les gardiens les arrêtèrent avant la lisière du bois. Quand tout fut terminé, la clairière redevint silencieuse. Le plus ancien des gardiens s'approcha d'Elias, posa une main sur son épaule blessée et parla dans une langue qu'il ne comprenait pas. Nayeli traduisit doucement. « Il dit que tu as protégé ce qui devait l'être, que malgré la peur, tu as tenu ton rôle. » Le gardien posa quelque chose dans la main d'Elias, un pendentif de pierre. « Le signe, » dit Nayeli dans un souffle tremblant. « Les ancêtres t'ont accepté. » Elias baissa les yeux vers l'objet, puis leva le regard vers elle. « Je t'ai promis que je reviendrais. » Nayeli sentit son cœur battre trop vite. « Et tu es revenu, avec plus que ta vie. » La forêt semblait respirer autour d'eux, et entre eux un lien venait de se tisser que ni les balles ni les ombres ne pourraient briser. Le retour vers le village se fit dans un silence presque sacré. La forêt semblait s'ouvrir devant eux comme si elle reconnaissait désormais Elias, comme si elle l'acceptait enfin parmi ceux qui avaient traversé l'épreuve sans mentir. Le pendentif de pierre qu'il tenait dans sa main battait doucement contre sa poitrine, rythmé par ses pas et par la présence de Nayeli marchant à ses côtés. Son flanc le brûlait, mais la douleur avait changé. Elle n'était plus une menace qui l'écrasait, mais un rappel, celui de ce qu'il avait traversé et de ce qu'il refusait désormais de fuir. Nayeli gardait une main près de son bras, prête à le retenir s'il fléchissait, mais elle ne disait rien. Son regard glissait parfois sur lui, chargé d'une émotion qu'elle ne tentait plus de dissimuler. Lorsqu'ils atteignirent la lisière du village, les premiers rayons du soleil se levaient. L'aube teintait le ciel d'un rouge profond, presque irréel, une couleur de feu et de sang, de faim et de renaissance. Les guerriers qui montaient la garde se redressèrent en voyant le pendentif dans la main d'Elias. Un murmure étonné parcourut les rangs. « Il revient, » dit l'un, avec le signe. « Les ancêtres ne l'ont pas rejeté, » répondit un autre. Nayeli avança, le menton haut. Elle ne tremblait plus. Au centre du village, son père attendait déjà, debout devant le grand feu qui brûlait depuis la veille. Son visage était impassible, mais Elias sentit la tension sous cette immobilité. « Vous êtes revenu, » dit-il. Ce n'était pas une question. C'était une constatation lourde de sens. Elias s'avança de quelques pas, malgré la douleur qui menaçait encore de le faire vaciller. « Je l'avais promis, » répondit-il. Dans ses yeux, il n'y avait ni défi, ni arrogance, seulement une sincérité brute, celle qui n'a plus rien à cacher. Le chef s'approcha lentement. Les villageois retinrent leur souffle. Nayeli, elle, semblait sur le point d'intervenir s'il levait le moindre doigt sur Elias. Le chef examina la pierre, puis la plaie pansée. Il toucha du bout des doigts le pendentif, puis la poitrine d'Elias, exactement à l'endroit où la pierre reposait. « Cette pierre signifie que tu as traversé la forêt en vérité, » dit-il, « et que tu n'as pas menti sur qui tu es. » Un silence suivit. « Mais cela ne signifie pas que tu fais partie des nôtres. » Elias hocha la tête. « Je n'ai jamais demandé cela. » Le chef plissa légèrement les yeux. «
Alors pourquoi as-tu risqué ta vie pour gagner cette pierre? Elias tourna la tête vers Nayeli. Elle ne dit rien, mais tout en elle attendait sa réponse. Tout en elle semblait retenue par un fil invisible. Il inspira profondément. « Parce que je voulais revenir vers elle », dit-il simplement. Cette phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Le cercle entier sembla se figer. Nayeli resta immobile. Son père détourna légèrement la tête, comme s'il avait été frappé par quelque chose qu'il n'avait pas prévu. « Tu es venu pour ma fille » demanda Théil, la voix basse, presque dangereuse. « Oui » répondit Elias sans baisser les yeux. « Je ne voulais pas laisser la peur décider à ma place. Ni la tienne, ni la mienne. » Les murmures redoublèrent. Nayeli, elle, inspira brusquement, comme si elle venait de recevoir une flèche en plein cœur. Le chef fit quelques pas autour d'Elias, comme un loup évaluant un autre loup. « Ce que tu dis est une parole lourde, étranger, lourdement chargée d'espoir, lourdement chargée de conséquences. Je les accepte toutes, » répondit Elias. Le chef s'arrêta devant Nayeli. « Et toi, ma fille, souhaites-tu qu'il reste ?» Nayeli releva le menton. Ses yeux brillaient. « Je souhaite qu'il guérisse, » dit-elle. « Je souhaite qu'il vive. Et je souhaite, » elle marqua une hésitation, « qu'il ne reparte pas sans me dire ce qu'il portait dans son silence depuis la grotte. » Elias sentit sa gorge se serrer. Les souvenirs de cette nuit-là, le feu, sa rougeur, sa gêne, ses paroles hésitantes, tout remonta à la surface. « Nayeli, » murmura-t-il. Elle fit un pas vers lui. « Dis-le, j'ai attendu assez longtemps. » Le soleil dépassa l'horizon. Une lumière rouge, presque sanglante, vint éclairer leur visage. « Alors Elias parle. Quand tu m'as proposé de me réchauffer, j'ai rougi parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui voyait à travers moi, qui me regardait sans juger mes cicatrices, mes erreurs, mes morts. J'ai rougi parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu peur de perdre quelque chose avant même de l'avoir. » Nayeli ferma les yeux, touchée en plein cœur. Et ce n'était pas la peur de mourir, c'était la peur de ne pas être digne de toi. Elle posa une main sur sa joue. « Elias », son père détourna le regard, comme pour cacher une émotion trop vive. « Tu parles comme un homme qui veut rester », dit le chef sans se retourner. « Je suis un homme qui n'a jamais eu d'endroit où rester », répondit Elias. « Mais si vous me laissez guérir, travailler, éprouver chaque jour que je ne suis pas venu ici pour détruire, alors oui, je veux rester. » Un long silence enveloppa le village. Le feu crépitait doucement, comme si lui-même attendait la réponse. « Enfin, le chef parle. La forêt t'a laissé la vie. Ma fille t'a offert la sienne quand elle t'a ramené. Je ne peux pas aller contre deux forces plus anciennes que mes décisions. » Il se tourna vers eux. « Tu pourras rester parmi nous, tant que ton cœur reste droit, tant que ton courage ne se transforme pas en violence, tant que ma fille n'a pas honte de t'avoir guidé ici. » Nayeli sourit, un sourire qu'elle n'avait jamais offert à personne. « Il ne me fera jamais honte, » dit-elle. Elias sentit quelque chose se briser puis se reconstruire en lui, comme un os mal guéri qui trouvait enfin sa place. La journée commençait, rouge et belle. Nayeli s'approcha encore, posant sa tête contre son épaule blessée avec une délicatesse infinie. « Elias Turner, » murmura-t-elle, « tu es revenu de la forêt, tu as survécu au bal, tu as survécu à toi-même. » Il ferma les yeux, respirant enfin librement. « Non, » dit-il, « je suis revenu pour toi. » Et dans l'aube rouge, devant son peuple, elle l'embrassa sans honte ni crainte, scellant un lien que ni le désert, ni la forêt, ni les hommes ne pourraient jamais briser.